Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Dans la cage. Pat Côté est en feu, il hoche de la tête parce qu'il adore notre thème. Comment vas-tu, mon cher ami? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Je voulais te proposer quelque chose, je ne sais pas si tu es d'accord. Tu as vu la nouvelle, Troy Aikman et Joe Buck, qui passent du réseau Oui. Fox au réseau ESPN? Et vu ça? Je suggère pas de changer de réseau, loin de là. On est très bien ici à RDS. Mais une augmentation de salaire, parce que tu as vu leur salaire qui vient avec, je pense que... C'était mon prochain point. C'est vraiment qu'on en parle. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que c'est le système américain et c'est complètement différent. Mais écoute, je ne suis pas à plaindre. Je ne suis pas à plaindre avec RDS, je ne suis pas à plaindre avec l'UFC. On va savoir si nos patrons nous écoutent, s'ils nous arrivent avec des soit un courriel de bêtises pour nous dire t'as pas d'affaire à demander une augmentation de salaire en public comme ça, ou s'ils nous arrivent avec une proposition. On n'a rien demandé, on a suggéré. On fait juste, on parle de l'actualité, ce qui se passe ailleurs. Ouais. Exact, c'est ça. C'est dans le sport. C'est dans le sport en plus. Très, très gros programme pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, je vais prendre deux secondes pour remercier les gens. Il y en a quelques-uns qui nous ont écrit sur nos pages parce que j'avais lancé l'invitation la semaine passée pour que les gens nous disent qu'est-ce qu'ils aimaient du podcast, qu'est-ce qu'ils aimaient moins, s'ils avaient des suggestions pour des nouvelles chroniques et tout ça. Donc, on continue de compiler tout ça. N'hésitez pas à continuer à nous écrire. Mais à date, c'est positif. Donc, je suis très content des commentaires que vous nous envoyez. Puis, on adore vous lire. Gros programme pour l'émission aujourd'hui dans la prochaine heure. On va revenir, Pat, sur le gala complètement dingo qui a eu lieu du côté de Londres samedi passé. Ouais. C'était honnêtement un des bons galas depuis un certain temps. Tout y était, avec la foule en plus. Bref, on revient là-dessus dans quelques instants. On met la table pour un gala, le gala de l'UFC cette fin de semaine qu'on vous présente sur nos ondes. Cette fin de semaine, ça va se passer du côté de Columbus. Donc, encore une fois, des poids lourds qui seront en vedette. Quelques très, très bons combats également à l'affiche de ce gala. L'actualité dans les arts martiaux mixtes, comme d'habitude à la fin de l'émission, notamment discuter de Michael Dufort. Aigre-doux dans son cas, grosse victoire quand même à la Challenger Series, mais ça n'a pas eu la conclusion escomptée. On va en reparler. J'ai eu d'autres détails après. Oh, OK, très bon. Donc peut-être de l'information, peut-être un scoop peut-être, ou en tout cas d'autres détails de la part de Pat Côté, qui est très, très bien plugué, comme on dit dans le milieu, notamment avec les coachs de Mick. Mais tout d'abord, Pat, et là, elle patiente, on ne la fera pas patienter plus longtemps. Corinne Laframboise, la combattante québécoise, qui est du côté d'Abu Dhabi cette fin de semaine pour UAE Warriors. Corinne, comment vas-tu? Ça va très bien. Allô, Pat, allô, Ben. Allez. Très content que tu sois avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est arrivé à la dernière minute. On te l'a demandé ce matin. Merci vraiment de prendre le temps parce qu'on voulait absolument mettre la table pour ton combat cette fin de semaine à UAE Warriors. 1, combat de championnat. 2, contre une spécialiste du Jiu-Jitsu. Ça sera vraiment pas facile. Une fille qui est invaincue également. Et 3, un gala, probablement le combat le plus important de ta carrière et un combat qui pourrait t'ouvrir des portes. Première question, comment tu te sens à quelques jours là, de ce gros combat du côté d'Abu Dhabi? Ben écoute, je me sens super bien, autant mentalement que physiquement. Physiquement, il y a eu quelques bobos pendant le training camp. Ben s'il n'y en a pas, on ne pousse pas assez, j'imagine, mais tout ça, c'est réglé. Le poids est bon, le focus est là. Je me sens comme j'ai fait tous mes devoirs de mon côté, fait que reste qu'à s'amuser pour ce combat-là. Combat de championnat, comme tu l'as dit, 5 rondes, 5 x 5 minutes. Pas obligé de durer au complet, mais 5 rondes, 5 x 5 minutes. Là, le cardio va bien. Fait que là, on continue à s'ajuster avec le décalage horaire parce qu'on a 8 heures de différence ici. Mais sinon, je dirais que pas à me plaindre. J'aime bien Abu Dhabi.
J'aimerais que tu me parles, on va parler un petit peu du processus pour se rendre là, parce qu'on va parler du combat par la suite. Parle-moi un petit peu, c'est quoi le processus? Tu pars d'ici, je veux dire, on va se dire les vraies affaires, même si tu vas à Abu Dhabi, tu ne voyages pas en première classe, tu n'as pas un vol direct. Explique vraiment le processus, parce que c'est quand même une bonne run de lait là, pour se rendre là-bas. Oui, il y a décalage horaire, mais il y a beaucoup d'avions à prendre, des transferts. Donc, comment ça s'est passé? Oui, bien là, c'est un peu moins pire, je te dirais. On commence à décanter du temps de la COVID. Fait que c'est moins pire que la dernière fois. Si je compare, là, qu'est-ce qu'on a fait, moi et Fabio, on est parti de Montréal, on a fait un à Bruxelles, puis après de Bruxelles jusqu'à Abu Dhabi directement. Fait que c'est un 6 heures plus un 7 heures ou un 7 heures plus un 6 heures. Puis après 10 minutes, on est arrivé à l'hôtel qui est sur Yas Island. Fait que ça, c'est relativement bien comparativement aux 2 dernières fois pendant le temps de la COVID on faisait Montréal, Toronto, Dubaï. Puis là, de Dubaï, ils nous amenaient en taxi jusqu'à Abu Dhabi. Il fallait repasser des douanes là-bas pour pas faire de quarantaine. En tout cas, c'était un petit peu plus compliqué. Fait que je dirais que là, bien satisfaite de mon voyage. Ça a bien été, rendu en un morceau, puis assez rapide. Fait que ça, c'est bien. Carolina Jiménez, on ne l'a pas nommé encore, c'est ton adversaire cette fin de semaine. Une fille expérimentée quand même. Elle a 37 ans, en fait. Je ne sais pas à quel point elle est expérimentée. Elle a 7 combats, elle est invaincue. Qu'est-ce que tu peux me dire d'elle? En plus, si je ne me trompe pas, tu l'as su relativement récemment, là, qui t'allait affronter, même si c'est un combat de championnat. Non, tu sais, ça, je te mentirais pas. Ça fait un petit moment qu'on le sait. Le contrat, il est signé. Ça vient d'être annoncé, par contre, c'est ça. Ça vient d'être annoncé. Oui, eux autres sont assez à la dernière minute, je te dirais. Okay. Mais au moins, j'étais au courant depuis le mois de février, quel adversaire que j'allais affronter. Puis Carolina Jiménez, j'étais supposée de l'affronter au 20 mars, mais 2021, fait que l'année passée. Puis une semaine avant le combat, elle a attrapé la COVID, fait que c'est pour ça qu'il m'avait donné Malin Hermanson pour là, à la dernière minute. Fait que je te dirais que Carolina Jiménez, on l'a long en large, puis ça va être vraiment intéressant. Comme tu disais, c'est une ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Puis au sol, c'est plus technique. Puis elle est ceinture noire de karaté Shotokan, il me semble. Fait que ça va être intéressant à voir aller aussi. Invaincue, 7-0, fait que tout un challenge. J'ai bien hâte de jouer avec ce challenge. Puis ça va se passer ce samedi. On peut parler aussi de toi. Toi, tu as reçu ta ceinture noire de jiu-jitsu brésilien dernièrement. Donc, félicitations pour ça. Donc, sur papier, c'est sûr qu'on regarde la comparaison ceinture violette, jiu-jitsu, toi, des ceintures noires. On sait que tu aimes de plus en plus combattre debout. Tu es de plus en plus complète comme combattante aussi. Tu as gagné 4 de tes 5 derniers combats, dont 3 finishes. Parle-moi un peu de ta stratégie. Comment tu approches ce combat-là? Tu sais que cette fille-là aime peut-être plus aller au sol, mais est-ce que tu penses qu'elle va risquer d'aller au sol face à une ceinture noire comme toi? Ceinture noire, ça, Pat, tu me l'as dit plusieurs fois. Une ceinture noire qui mange un coup de poing dans le front, ça peut être la ceinture blanche. Fait que ça change la game. Une ceinture mauve aussi, tu sais. Elle aurait pris le son, c'est bon, Pat, mais j'aime ça. Même si je suis confiante avec mon jeu au sol, on l'a ajusté beaucoup. Je travaille avec le Tracted Boxing, coach Will là-bas, puis avec Fabio Hollanda du BTT aussi. Puis on a ajusté la game au sol pour travailler sur le top half guard. Je vais traduire la position, mais le top half guard pour être capable de faire plus de dommages au sol. Fait que ça va être intéressant. Puis je me sens super confiante. On l'a testé la dernière fois avec les coups de coude, salade de coups de coude. J'ai bien aimé ça, je te dirais. Puis sinon, je focus aussi sur la lutte. La lutte qui est importante. Ça fait mal. C'est un sport qui est difficile. Ça m'en demande beaucoup. Mais pour ce qui est de tous les bénéfices que ça apporte, c'est toi qui décides si tu amènes le combat au sous-non. Puis pour tout ce qui est de la boxe aussi, je cogne fort. Fait que j'ai vraiment
quelques techniques à aller perfectionner, essayer. Puis je me sens confiante, je dirais, à tous les niveaux. Fait que n'importe où je vais vouloir aller et non où elle va vouloir aller parce que j'ai l'intention d'imposer ma game, ça va être intéressant à voir aller. Top half-guard, Pat, c'est, on peut dire, en position demi-garde sur le dessus. Donc, pour faire du. Demi-garde sur le dessus, c'est parfait. Half-guard kills everything. C'est ça qu'il faut dire. C'est une très bonne stratégie. On le disait d'entrée de jeu, est-ce que tu considères ça comme le combat le plus important de ta carrière, en raison notamment du fait qu'il y a une ceinture en jeu? Sauf erreur, ça va être la première fois que tu vas te battre pour une ceinture aussi. Hein? Ben, ils sont tous importants à chaque combat. Okay. Fait que ça, j'ai changé de mentalité. Ça me tente pas de me mettre cette pression-là à chaque fois parce qu'ils sont clairement tous. C'est soit que tu gagnes ou soit que ça se passe pas comme tu veux. T'sais. Fait que dans ma tête, ils sont tous. Fait que la nuance avec ce combat-là, c'est que il y a 2 rounds de plus si jamais on a à l'étirer. Mais sinon, ils sont tous. Évidemment, on va pas se mettre la tête dans le sable. L'enjeu est quand même plus grand que tous les autres combats que tu as fait avant. Et surtout, dans les médias aussi, on commence à parler qu'une victoire t'amène peut-être aux portes de l'UFC ou aux portes d'une grande organisation. Comment tu deals avec ça, justement, sur peut-être le fait de savoir qu'une victoire, ça t'amènerait peut-être à finalement le but ultime que pourquoi tu as commencé les arts martiaux mixtes? Ben, je dirais exactement. L'objectif, toujours de rentrer à l'UFC, de performer dans la plus grosse organisation mondiale. Puis pour ça, ben je pense que je veux prendre les marches une à une. Puis la marche qui s'en vient, ben c'est un combat de championnat dans une organisation qui est incroyable, qui donne la visibilité super, qui se rapproche des performances qui se rapprochent des performances qu'on peut voir à l'UFC à certains niveaux, tu sais, puis les endroits aussi, là, nouvellement, on va être sur Yas Island au stade Etihad où est-ce que l'UFC performe, sur UFC Fight Pass encore pour Corinne, oui, t'as raison aussi parce que j'en ai parlé tantôt, tu as gagné 4 de tes 5 derniers combats. Ta seule défaite, c'est face à Mano Fiorot, qui est dans l'UFC aujourd'hui. Donc, tu as raison, c'est une porte d'entrée extraordinaire là, avec un succès où est-ce que tu vas te battre. Exactement. Puis, il y a Casey O'Neill aussi qui a eu la chance de faire sa transition par UAE Warriors. Il y a Manon Fiorot, puis plusieurs autres aussi. Là, je sors juste le nom des filles. Fait que je vois ça comme une belle visibilité pour faire la transition. Mais je reste quand même terre à terre, une chose à la fois. Le prochain combat qui est à faire, c'est chez UAE Warriors pour la ceinture des 125 livres. Puis je te mens pas si je te dis qu'une ceinture, ben c'est intéressant. J'aime l'idée. Tu sais? Ouais, c'est tout à fait comprenable. Je veux revenir d'ailleurs sur Manon Fiorot. Je veux dire, c'est une machine, cette fille-là, et tu peux nous le dire 2 fois plutôt qu'une, parce que non seulement tu t'es battu contre elle, t'es une des seules à t'être rendu loin au 3e round avec elle. Tu t'es entraîné avec elle par la suite, tu as été une partenaire d'entraînement de la Française. Est-ce que ce combat-là contre elle a peut-être été le combat qui t'a le plus permis d'apprendre? Parce qu'après ça, tu es revenu avec 2 grosses victoires avant la limite. Est-ce que c'est un mal pour un bien d'avoir perdu contre une fille aussi bonne? Puis est-ce que ça t'a beaucoup appris, Corinne? Clairement. Tu sais, quand on voit que pour le combat avec Manon Fiorot, j'ai senti que j'ai poussé au maximum de qu'est-ce que je pouvais aller, peu importe si je crois que j'aurais pas pu faire plus. Fait que ça, c'est vraiment d'aller se tester. Puis oui, je pense que je pourrais dire que c'est le plus gros combat que j'ai eu en carrière, là, tu sais, parce que Manon, elle est explosive quand elle frappe. Ça fait sport, elle gère bien sa distance, c'est vraiment intéressant à voir aller. Puis j'ai eu la chance, comme tu dis, de pouvoir me réentraîner avec elle à son entraînement à Vegas il y a quelques mois. Puis en même temps, j'en ai profité pour aller tester ce dont je travaillais pour m'améliorer suite à ce combat-là, parce que en sortant de la défaite avec Manon Fiorot, ben j'ai eu plein
d'objectifs à déterminer, là, ou bien plein d'ajustements à faire, par exemple. J'ai eu d'aller tester avec à Vegas. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Elle a des commentaires flatteurs. Elle a dit que j'étais un des plus gros, un des challenges les plus intéressants, qu'elle a eu un adversaire des plus perspicaces et fonceurs, déterminés. Fait que j'ai pris le commentaire comme étant bien. C'est pour ça qu'elle m'a appelé pour son camp d'entraînement à Vegas. Fait que ça aussi, si ça m'a donné un coup de grâce, si ça m'a donné le goût de continuer pour les 2 prochaines adversaires, ça me met en confiance, c'est sûr et certain, parce que c'est clairement pas toutes des Manon Fiorot. Donc, c'est ça, c'est elle qui t'a demandé d'aller l'aider pour son camp d'entraînement. Oui, exactement. Cool. Là, présentement, c'est quoi? Qu'est-ce qui te reste à faire? Là? Le poids est rendu à combien? Qu'est-ce qui te reste à faire? Parce que on sait que tu es à 8 heures d'avance sur nous. Donc, parle-moi un petit peu de ta routine, là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on n'est pas loin de 10 heures le soir. Là. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain jusqu'à temps d'arriver? Bien, aujourd'hui, on a eu le shooting photo, shooting vidéo. Oui, c'est ça. Fait que les entraînements, ça reste la même chose. J'ai un entraînement le matin qui est plus cardio, un entraînement en soirée. Avec Fabio, on fait des pads, le 5 x 5 minutes. C'est plus, un petit peu plus relax, plus technique. Le gros du travail, ben, il est fait dans le camp d'entraînement, les sparring et tout. Donc, demain, on s'en va pour la conférence de presse. Je crois que c'est juste les co-main event ou main event qui vont se déplacer pour aller à la conférence là-bas au stade. Puis ça, c'est toujours très drôle. Tu sais, eux autres, la conférence est à moitié en arabe et à moitié en anglais. Fait que là, j'ai un casque à la tête qui est traduit l'arabe, le langage qui est donné, puis là, moi qui comprends l'anglais, OK, ça va bien, mais c'est pas ma langue première. Fait que ça, c'est intéressant. C'est demain. On va dormir là-dessus pour voir la suite des choses. Puis sinon, le vendredi, c'est ma pesée à 8 heures le matin. Le poids, ça va bien. Il me reste un 6 livres à perdre, chose qui est vraiment bien, là, je te dirais. Fait que peser, puis après la pesée, ça, c'est la partie le fun. Tu manges à chaque 2 heures jusqu'à temps de reprendre un peu de poids. Fait que, et naturellement, le 26 mars, au soir ici, puis à peu près à 11h30, heure du Québec, ça va être mon combat qui est disponible sur UFC Fight Pass, combat de championnat, co-main event de la soirée. Avant de te laisser partir, Corinne, c'est la 5e fois quand même que tu te bats pour UAE Warriors à Abu Dhabi. Est-ce que ça aide, ça, dans ta préparation? Est-ce que c'est un stress de moins d'arriver dans un endroit que tu connais, avec une équipe que tu connais? Ça doit être différent cette fois-ci que la première fois que tu es allé il y a 2-3 ans. Clairement, on a le stress de moins de... J'ai plusieurs stress de moins de savoir comment que... avec qui que je fais affaire pour les gens de l'organisation, comment ça se passe, c'est quoi la température, les accessibilités de l'hôtel ou même si on est dans un nouvel hôtel, là, le décalage, oui, exactement, comment qu'on gère ça. C'est sûr et certain qu'il y a des facteurs de stress qui sont moins là, étant donné que j'ai déjà passé par là justement 5 fois, ben ça va être la 5e fois, fait que ça, oui, ça fait une différence. Corinne Laframboise, je te remercie énormément d'avoir pris le temps encore une fois. Tu as l'air dans un bon état d'esprit. Tu as l'air d'avoir hâte de monter dans le ring, dans la cage. On a hâte de regarder ça sur les ondes de UFC Fight Pass ce samedi également. Let's go! Co-main event, combat de championnat pour Corinne Laframboise. Merci énormément d'avoir pris le temps. Puis bonne chance surtout pour samedi, Corinne. À bientôt. Merci à vous deux. Puis à bientôt. Envoyez-moi les bonnes ondes pour le 26. Puis je ramène ça à Montréal. Et je pense que les gens qui nous écoutent vont le faire également samedi. Bye bye, Corinne. Merci. Bye bye. Pat, évidemment, Corinne ne veut pas se mettre trop de pression, ne veut pas se mettre un stress supplémentaire, mais. Et je pense que ça vaut la peine de le dire aussi, elle est heureuse à UAE Warriors. Tu ne restes pas avec une compagnie. Tu sais, c'est à l'autre bout du monde. Là. Tu restes. En tant que combattante québécoise, si elle n'était pas heureuse, si elle n'était pas bien traitée, si elle n'était pas satisfaite de la fenêtre qu'on lui offrait, des opportunités qu'on lui donne, elle pourrait aller voir ailleurs. Ça va être quand même son 5e combat avec cette organisation-là, très professionnelle, très reconnue. Mais penses-tu vraiment que
les portes de l'UFC peuvent s'ouvrir à Corinne Laframboise. Et avec une victoire, ou ça va prendre encore plus qu'une victoire, c'est-à-dire une victoire convaincante, selon toi? Ben, regarde, si elle remporte encore avant la fin du combat, elle va remporter le championnat, 3 finishes de suite face à un adversaire qui est invaincu. La seule qui l'a battu dans ses 5 derniers combats, c'est Manon Fiorot, qui est à l'UFC présentement. Déjà dans le top 15. C'est exact. Et, Manon Fiorot, l'UFC le savent là, que Manon Fiorot a appelé à Corinne pour son camp d'entraînement. Ça se passe, ces affaires-là. Donc, moi, je pense que c'est... j'aurais l'impression de dire oui, parce que ça peut changer vite. Là, sur les 125 livres, chez les filles aussi, surtout, là, je pense que ça pourrait être bien. Ça dépend toujours comment le combat va. Mais Corinne, c'est une fille qui est agressive. Corinne, c'est une fille qui va le tout pour le tout aussi. Donc, c'est rare qu'elle va donner des combats qui sont ennuyants. Il reste à voir si elle va être capable de passer à travers cette fille-là qui est invaincue, qui a de l'expérience en âge, mais qui n'a pas plus d'expérience comme telle en combat. Donc, ça, c'est ça là-dessus. Il faut regarder aussi. Oui, c'est vrai, à 7-0, mais je veux dire, moi, je n'ai pas vraiment regardé la compétition qu'elle a eue avant. Là. Mais on la regarde, je pense qu'elle a 5 finishes ou 6, là, et puis elle en a 4 par soumission. Donc, mais si on va au sol, Corinne a déjà été championne du monde en jiu-jitsu brésilien, pas ceinture noire, là, mais dans un autre degré plus bas. Donc, c'est sa force aussi à Corinne, le jiu-jitsu brésilien. Reste à voir. Moi, je trouve que Corinne s'est énormément amélioré. Une grosse victoire, un statement avec cette victoire-là. Ça pourrait l'amener à quelque part. Ouais. Et une ceinture en plus, ça ne peut jamais nuire, comme elle l'a dit. Donc, elle a l'air dans un bon état d'esprit, elle a l'air prête. Je vous invite d'ailleurs à lire l'excellent article de mon ami, ancien collègue ici à RDS, JF Théotonio, dans la presse. Il a fait une entrevue avec Corinne aussi, si ça vous intéresse. La presse plus. Très, très hâte de voir ce combat-là ce samedi. L'enjeu est important. Mais comme tu l'as dit, Corinne, c'est une entertainer aussi. Elle connaît ça. Et c'est son style. Gang ou père, elle va toujours donner des combats super intéressants. Ça, c'est vrai. Donc, très hâte de voir ça samedi. OK, le temps file. Je le disais d'entrée de jeu, le gala de samedi, Pat, malheureusement, on ne l'a pas présenté sur nos ondes, mais c'était sur UFC Fight Pass. On va essayer. Et pour ceux qui n'ont pas UFC Fight Pass, on est là pour vous, là, parce qu'on va vous récapituler tout ça. On va essayer d'y aller rondement, mais un mot sur l'événement en tant que tel. O2 Arena de Londres, salle comble, il va y avoir 25 000 personnes. La foule était complètement débile. Les performances auxquelles on a eu droit dans la cage, il y a eu des finishes incroyables, spectaculaires. Dana White, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Dana White sauter comme ça, être heureux comme ça. Je pense que ça lui redonne vraiment le goût de recommencer à voyager parce qu'on le sentait là, complètement ailleurs. Ça lui redonne le goût de mettre la main dans ses poches aussi. C'est ça que je voulais te dire aussi, parce que tous les combattants, il n'a même pas choisi des bonnies de la soirée, il a dit tout le monde qui a eu des finishes a eu des 50 000 de bonnies. 9. Combien? Il y a 9 combattants qui ont eu des... C'est ça, j'avais pas le chiffre en tête, mais 9 combattants qui ont donné 50 000, qui ont eu droit à des bonnies. Normalement, c'est 4, c'est 5 ou 6 peut-être. Donc, un mot sur l'événement, Pat, c'était le fun. C'était le fun. L'UFC recommence à voyager. En fin de semaine aussi à Columbus, c'est pas un pay-per-view, c'est un Fight Night. Puis on commence à voyager avec les Fight Night. Donc, c'est la première fois. Avant, c'était toujours au Apex. Donc, 2 Fight Night de suite que là, on ne fait pas au Apex. On s'en va en Angleterre. Et il y a 2 semaines, Dana White a quasiment annulé l'événement pour le déplacer à Abu Dhabi. Hein, parce que là, il y avait des petits contraintes. Il voyait que ça brassait pas mal évidemment avec la Russie. Mais il y a un petit peu de trou avec la COVID qui est parti en Europe, exactement. Ouais. Donc, il ne savait pas trop, mais finalement, il dit, man, j'ai-tu bien fait de ne pas partir? Ça a été une folie, cet événement-là. Et les combattants ont donné des performances aussi pour que ça arrive. Mais la foule en Angleterre, et là, il y avait des Irlandais qui étaient là aussi. C'était complètement fou. Puis, regarde, dans la route, il a dit, moi, je sors d'ici, j'ai plus de voix, mes pieds sont imbibés de bière, mais maudit que j'ai eu du fun. C'est ça. Alors, c'était une superbe soirée. On a vu des vidéos après. Durant l'émission, on voyait que la foule était en délire. Après,
le gala, on a vu sur les réseaux sociaux, la foule à l'extérieur de l'Arena qui était également en délire. Thomas Pinal qui est sorti, qui a été ovationné et tout ça. Bref, c'était fou. Parlons-en de Thomas Pinal. Quelle performance de sa part. Clé de bras au premier round contre Alexander Volkov. On savait qu'il était bon à Spinal chez les lourds. On savait que c'était un jeune espoir vraiment à surveiller. Il fait maintenant partie de l'élite, il n'y a pas de doute. Une victoire signature pour lui. Sa rapidité est impressionnante. Il est bon dans tous les aspects également. C'est un problème chez les lourds, Thomas Spinal. Absolument. La nouvelle génération, on en parle souvent, mais là, c'est vrai. Je veux dire, la nouvelle génération qui arrive, qui vont prendre le take-over sur tous les combattants des poids lourds qui n'ont pas su suivre la vague des jeunes qui arrivent. Même Cyril Gane a dit « Oh, Conan, OK, le Thomas Spinal, là, il est là solide. » Là. Et à Spinal, je ne sais pas si vous en souvenez, mais à un moment donné, on avait demandé à Francis Ngannou en conférence de presse, et Thomas Spinal, les gars comme Thomas Spinal, qu'est-ce que tu penses? Il dit « Qui? » Là, je pense qu'il sait c'est qui Thomas Spinal. Je suis pas mal sûr. Là. Mais oui, quelle performance. Puis c'est pas juste la soumission qu'il a fini, même debout, il découpait bien raide. C'est un gars qui est agile sur ses jambes, qui est rapide, qui est complet. Oui, tu as raison. C'est un problème. Puis ça a fini la soirée parfaite pour les Anglais. Oui, presque, effectivement. Il a lancé un défi à Tai Tuivasa. J'adore ce challenge-là. Je regarde. Et là, et ça se bouscule au sommet. Là. Avec Ngannou qui est sur les lignes de côté en raison de son opération. Cyril Gane, Stipe Miocic, John Jones, le maintenant Thomas Pinal, Tai Tuivasa qui a détrôné un peu Derek Lewis comme le gros cogneur de la division. En fin de semaine, Curtis Blake, qui est encore classé 4e, se bat contre Chris Daukaus. Je veux dire, longtemps, les lourds, ça a été une des divisions les moins intéressantes à suivre. Ça n'a peut-être pas encore la profondeur de d'autres divisions, mais au sommet, c'est intéressant. Et les matchmakers ont du travail à faire aussi. Là, ils vont avoir un beau casse-tête à résoudre. Écoute, je suis comme moins d'accord avec toi sur celle-là. Je pense que les poids lourds, présentement, là sont rendus très solides. On voit les gars qui s'en viennent. Tu parles au niveau de la profondeur? Oui, exact. Oui, avant, il y en avait juste 3-4. Là, on est rendu les 10 premiers, je te dirais. Là, c'est quand même là, c'est le fun. Tu ne sais jamais où est-ce que ça va aller. Puis, tu as raison, c'est peut-être pas c'est encore, je pense, d'après moi, une des 2 divisions les plus faibles de l'organisation. Mais si on compare ça à 5 ans, c'est le jour et la nuit. Là. Ça n'a pas d'allure. Je pense que dans les 3 prochaines années, les poids lourds vont redevenir les poids lourds qui étaient il y a 10 ans, qui était une des divisions les plus dangereuses, les plus fun à regarder. Là, tantôt, il y en a qui vont dire pourquoi il parle de John Jones? Il est fini. Bon, on parle de John Jones parce que cette semaine, Dana White a dit, regarde, avec Francis Ngannou sideline, peut-être qu'on va faire un combat intérimaire, championnat intérimaire avec John Jones. Il l'a ramené encore sur ce sujet. Là, OK, on n'a pas le choix. Si le boss il dit, ça va être ça. Tu sais. Fait que, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver aussi. Tu parlais de Stipe Miocic, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe avec ces gars-là. Des gars comme Curtis Blade en fin de semaine qui pourraient aussi se rapprocher d'un combat éliminatoire. Donc, ça va être intéressant. 5-0 à l'UFC, Thomas Pinal avec cette victoire contre Alexander Volkov, clé de bras au premier round. 6e maintenant chez les lourds. Donc, très, très, très intéressant à suivre. Et il a conclu, comme Pat disait, une soirée presque parfaite. Il y a quelques Anglais qui ont perdu, mais je pense que c'est un taux de 9,5 sur 10 la soirée pour les Anglais. Je pense que personne ne se rappelle de ceux qui ont perdu parce que ceux qui ont gagné ont été tellement impressionnants. Notamment Arnold Allen, Pat, en demi-finale. C'est un combat que j'avais très hâte de voir contre Dan Hooker qui faisait son retour à 145 livres. Qu'est-ce qu'a mangé Arnold Allen avant ce combat-là? Ça n'avait pas aucun bon sens. On ne le connaissait pas comme un gars agressif comme ça, un gars comme un pitbull comme ça. Il a réussi à terminer Dan Hooker qui a fait preuve de beaucoup de résilience. Là. Il a résisté à plusieurs assauts d'Arnold Allen avant que l'arbitre s'interpose. Mais quelle performance de l'Anglais Allen! Je ne sais pas si c'est de la résilience ou de l'acharnement, honnêtement. Là. De la résilience, d'habitude, tu reviens. Là, lui, il n'est pas revenu. c'est ça, il a survécu. Il a survécu, c'est vrai. C'est ça. Mais là, puis je trouve ça, là, Dan Hooker, il est un peu pogné dans. Là, il est perdu, là. Ses repères. C'est dommage parce que tout le monde l'aime, mais je pense qu'il a perdu 4 de ses 5 derniers ou quelque chose comme ça. C'est 4 défaites de suite, 3 défaites de suite.
Écoute, ça va pas bien. Là. Il voulait redonner une vie à sa carrière. Regarde, Allen, il faut élever notre chapeau. Là. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça sorte vite de même. Mais je pense que Dan Hooker aussi a été surpris par la vitesse d'exécution d'Allen. C'était incroyable de voir ça aller. Ça sortait des deux mains, c'était rapide, c'était précis. Voyons, c'est pas Allen, ça. Je veux dire, la préparation d'Allen était fantastique. Honnêtement, on a vu complètement un autre combattant du dernier combat d'Allen. C'est un gars qui s'est complètement changé de façon positive, s'est amélioré d'une façon exponentielle, ça n'a pas de bon sens, là, qu'est-ce qu'on a vu comme Allen. Et là, Allen, là, il est sur 9 victoires de suite. Là, il va falloir commencer à le prendre au sérieux. Il va falloir arrêter là, de juste dire « Ah oui, Arnold, ah oui, Arnold ». Non, là, il va falloir commencer à le mettre dans le mix et à dire « OK, ce gars-là, ça se peut là, qu'il se rende au bout ». Je suis 100% d'accord avec toi. 9 victoires de suite, 18-1 dans sa carrière. Et tu avais raison, c'est 4 défaites en 5 combats pour Dan Hooker, sa seule victoire contre Nasrat Akparast en septembre dernier. Allen, on ne l'avait pas vu depuis 1 an ou presque contre Sodiq Yusuff, mais il nous avait habitué à être un gars qui va chercher les décisions, un gars qui est un gars ultra talentueux, mais un gars quand même prudent un petit peu, calculé, complet et tout. Là, il y avait le couteau entre les dents. Là. Il voulait envoyer un message et je pense que le message s'est rendu à son patron avec cette victoire au premier round. Et il a lancé un défi à Calvin Kattar. Ça va être tout un défi aussi. Calvin Kattar, un des bons. Tu sais, si Arnold Allen veut prouver qu'il est maintenant rendu un excellent striker, un bon boxeur, s'il réussit à le faire contre Kattar, là, je veux dire, il n'y aura plus de doute parce que Kattar, c'est pas le dernier venu non plus. Hein. Absolument. T'as raison, mais j'aime ce que tu as dit. Tu sais, quand on te donne l'opportunité de faire un statement, puis lui, là, il savait là, que Dan Hooker, c'était sa chance là, de se faire voir puis de se faire connaître. Puis, tout le monde allait voir les débuts de Dan Hooker à 145. Il revenait à 145. Je ne sais pas si c'était le début. Je ne sais pas si c'était battu à 145 là aussi, mais whatever. C'était le gros topic. Là. Et Dan Hooker a réussi à faire 145. C'est un grand bonhomme. On ne savait pas trop comment que les gars allaient s'ajuster à sa grandeur à 145. Écoute. Il savait que c'était son point d'opportunité. Il n'a pas passé à côté. Ça, là, c'est le gars qui profite de son occasion, ça, c'est sûr. Il profite de la lumière qui est mise sur lui. À l'UFC, il s'était déjà battu à 145 livres. Est-ce qu'il l'avait fait à l'UFC? Je ne pourrais pas te dire. Ben ouais, tu vois, il avait une défaite en 2015 contre Yair Rodriguez. Ça devait être à 145 livres. Ouais. Il s'était déjà battu à 145 livres à l'UFC, mais ça faisait un bail. Ça faisait un bail et... Bref, et c'est un gros nom. Il était dans le top 10 des 155 livres. Et Allen l'a juste détruit. Donc, il est maintenant 6e. J'ai regardé ils ont été mis à jour, les classements. Arnold Allen était 9e, sauf erreur. Il a fait un bon 3 positions chez les 145 livres. Donc, ça va très bien pour Arnold Allen. Ça va très bien aussi pour Paddy Pimblett. Et là, avant de parler de sa performance cette fin de semaine contre Rodrigo Vargas, honnêtement, ce gars-là a tout. Là. C'est le total package. Et ce gars-là a surtout un fanbase complètement cinglé, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Et ce gars-là, je veux dire, c'est sûr que c'est une superstar. Il l'est déjà. Il va l'être encore plus dans les prochaines années. Ça n'a aucun sens. T'as-tu déjà vu le film Les Remplaçants, le film de football? Là? Oui. Alors, j'en parlais ce matin avec un collègue. Le batteur, là, il est pareil, il marche pareil. Quand il a fini de gagner, il a fait sa danse, là, il fait exactement la même. Il fait tellement penser à lui, honnêtement. Mais oui, il est tellement unique. Il est laid, mais en même temps, il s'en fout. C'est ça qu'il fait. Ah, il est affreux, là, on s'entend. Mais il est bon, puis il s'en fout. C'est ça qui fait son charisme, c'est ça qui fait que le monde l'aime. Puis écoute, il est fantastique. Tu veux l'avoir comme ami, ce gars-là. Puis il livre la marchandise, puis lui aussi, c'est un gars qui va le tout pour le tout. Puis encore une fois, comme son premier combat UFC, il s'est fait pincer en début de combat. Puis il est revenu, il a réussi à finir. Puis garde, là, il a réussi à finir. Là, c'est là que ça a commencé à voler pas mal là, dans la foule en Angleterre. Fait que oui, t'as raison. Puis ce gars-là, s'il est assez intelligent pour voir un peu ce que McGregor a fait, parce que je pense qu'il pourrait avoir la même attraction, la même power star. Écoute, là, qu'est-ce qu'il a dit aussi en plus en conférence de presse? Ça va y amener beaucoup de sympathie, beaucoup de
beaucoup de monde qui vont l'aimer encore plus. Il a dit, moi, j'aimerais ça faire l'argent autant que Conor McGregor. Comme ça, il n'y aura plus un enfant qui va manquer de faim dans sa ville où il reste. Là, je ne sais pas c'est où, à Liverpool. Ou je sais pas trop. À Liverpool. À Liverpool. Et là, tu regardes ça et tu dis, wow, OK, le gars, en plus, c'est un gars qui est généreux, qui a le cœur sur la main, puis que lui, il aimerait ça partir aussi sa fondation pour aider les jeunes. C'est un gars-là qui continue comme ça, il gagne 2-3 grosses performances. Il va toucher beaucoup, beaucoup d'argent. Il fait vraiment penser à Conor McGregor, mais moins. La répartie que ce gars-là a, c'est fascinant. Ça fait penser à McGregor, mais il est moins. Puis il est ultra confiant, ça fait penser à McGregor aussi, mais il est moins harsh, il va aller moins dans les attaques personnelles. C'est ça la grosse différence aussi qui est rafraîchissant. Rappelle-toi des débuts de McGregor, il n'était pas comme ça non plus. Il n'était pas harsh, il était pas. Il y avait une répartie incroyable. Il parlait de lui, il parlait pas des autres. Il parlait de lui. C'est vrai. Exactement. Le moment donné, il l'a échappé. Ils sont pareils au début, là. Ils sont pareils. McGregor était comme ça aussi au début. Le moment donné, il a peut-être de l'argent, je sais pas, puis fin, il l'a complètement échappé. Mais, c'est ça aussi. Mais je pense, je sais pas. Mais, le monde, il me dit, à un moment donné, on va atteindre la limite. Mais il y en a tout le temps un autre. Il va tout le temps en avoir un autre. Que ce soit personnalité, que ce soit talent. Au début, là, on pensait qu'Anderson Silva, c'était on trouvait jamais de ça. Là, il y a eu Georges Saint-Pierre. Après ça, là, il y a eu Ronda Rousey. Il y a eu Conor McGregor. Il y a eu John Jones. Il y en a tout le temps un autre. Là, honnêtement, ce qui s'en vient, le Sean O'Malley puis Paddy Pimblett. Ces deux gars-là, personnalité, ça va exploser. Après, qu'est-ce que tu as comme talent? Ben, tu as des Khamzat Chimaev. Ça vient, puis qu'eux autres, ils ont une personnalité peut-être un peu moins charismatique, mais une confiance au tapis. Plus Islam Makhachev, mais plus comment je te dirais ça, plus arrogante un peu. Tu sais, il va tout le temps en avoir un autre, puis c'est ça qui est le fun de découvrir après année les nouveaux combattants qui arrivent. Oui, 100%. Un mot sur sa victoire. C'est fait amener au sol rapidement. Tu ne vas pas paniquer. Puis ce gars-là, ceux qui ont juste vu son premier combat à l'UFC, si tu imagines que c'est un striker incroyable, Paddy Pimblett. Mais non, c'est un gars qui a un background vraiment plus de jiu-jitsu. Au sol, sur son dos, n'a pas paniqué du tout. A réussi à se relever, a pris son temps, a réussi à se relever, a réussi une grosse projection. Et une fois que c'est lui qui était en position dominante, je veux dire, ça a pris quelques secondes avant qu'il réussisse la soumission, l'étranglement arrière. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils dans son sac également. Il a juste 27 ans en plus. Au niveau sportif, oui, on parle de sa personnalité, mais au niveau sportif et au niveau talent et technique, il y a les outils, Pat, également. Ben oui, c'est ça aussi. C'est qu'il est capable de livrer la marchandise. Puis ça, c'est la qualité des plus grandes vedettes. Quand on décide de parler, quand on décide de dire des choses, il faut que tu sois capable de mettre tes actions en arrière de tes montres. Lui, il est capable de le faire. C'est la raison pourquoi Conor est devenu multimillionnaire et quasiment rendu milliardaire. C'est la raison pour ça, parce qu'il a été capable de livrer la marchandise. Et, je veux dire, il n'a pas gagné, il n'est pas rendu ce qu'il est rendu juste parce que il a parlé. Parce que Mané, il fallait qu'il livre la marchandise aussi, puis il l'a fait. Exact. On va y aller rapidement. Il y a eu cette rivalité avec Ilia Topuria. Les deux se tirent la pipe depuis un certain temps. Apparemment que Paddy Pimblett avait dépassé les bornes quand il avait utilisé un conflit britanno-géorgien dans lequel la famille d'Ilia Topuria qui a perdu la vie. Il s'est excusé par la suite, mais depuis ce temps-là, ces deux gars-là ne sont pas capables de se sentir. Il y a eu altercation à l'hôtel. Topuria, après sa grosse victoire, lui, cette fin de semaine, contre Jai Herbert, a lancé un défi à Paddy Pimblett. Les deux ne sont pas dans la même catégorie. Là. Topuria va redescendre à 145 livres. En tout cas, c'est le plan. Mais il a dit je serais prêt à me mettre à 155 livres si on me donne Paddy Pimblett. Bref, ça a été une grosse victoire ça, contre Jai Herbert, qui est un Anglais. Là. Ilia Topuria qui a un peu gâché le party du côté de Londres. Mais attends, là, Topuria, on savait que c'était un bon cogneur, on savait qu'il était bon au sol. Là, il nous a démontré qu'il avait un bon menton aussi. Là, parce que le coup de pied qu'il a reçu dans le front, là, il m'a dit, il n'y en a pas beaucoup qui seraient relevés de ça. Là. Honnêtement, là, c'était clean. C'était le tibia direct sa mâchoire. Puis il a réussi quand même à passer à travers ça. Il a survécu à un premier round difficile. Au deuxième, il a réussi. Et puis sa combinaison, je veux dire. La gauche au corps, le crochet de la droite direct sur le caisseur. Ouais. C'était parfait. Et tu sais,
quand il a fait le crochet de la droite, une seconde avant, il a reçu tout un crochet de la gauche aussi en même temps de son adversaire, puis il l'a encaissé, puis il a lancé la droite, puis c'est lui qui a passé le KO. Donc, 2 fois, là, il s'est fait toucher solide. Mais écoute, c'est un gars qui, lui, il fait partie aussi probablement des futurs stars. Il est très, très bon. Ah, il est excellent, effectivement. Molly McCann, elle aussi a fait le lever de party. Elle est sortie forte, elle n'a pas réussi à terminer son adversaire. Finalement, un des beaux coups de coude renversés qu'on a vu à l'UFC, en tout cas dernièrement, un des plus beaux KO qu'on a vu dernièrement. Puis Molly McCann, c'est une fille que tu vas inviter dans ton party. Là. Je veux dire, elle était complètement folle de joie. Elle est allée chercher la ceinture d'un partisan. Elle a ramené ça dans l'octogone. C'est une ceinture que tu peux acheter au Pro Shop, ou à boutique souvenir. Après ça, quand Paddy Pimblett est rentré, son partenaire d'entraînement, elle se considère comme sa grande sœur. Elle sautait partout, elle dansait. Elle est allée célébrer avec lui sa victoire dans l'octogone après. Je veux dire, elle était sur une party raide. Quelle performance aussi de Molly McCann. Juste mettre de l'ambiance, tout ça, là, ça a tellement ajouté au gars aussi. Hey, elle, là, est allée là pour donner une ring sang. Hey, le rythme qu'elle a donné au premier round, là, je pense qu'elle a donné plus que 250 coups, honnêtement, là, dans le premier round. Elle l'a levé dans les airs, elle l'a fait tourner dans les airs, puis jusqu'à temps de passer le coup de coude qui était, honnêtement, présentement, là, ça fait partie des top 3 des codes de l'année. Là. Je sais qu'on est juste en mars, mais à la fin de l'année, il faut vouloir se souvenir de ce code-là comme étant un des codes de l'année. Là. C'était incroyable comment c'était précis. C'était juste y penser de le faire dans un combat, c'est déjà bon. De le passer, de le finir comme ça, c'était violent, c'était bien fait. On est content que son adversaire se soit relevé par la suite parce que quand elle a tombé, elle a tombé. On se demandait combien de temps ça allait durer. OK, rapido. Paul Craig, revenu de l'arrière par Nikita Krylov, se faisait dominer complètement. Pouf, en un claquement de doigts, passe un étranglement, un triangle. Est-ce que c'est le temps de donner du respect à Paul Craig et de mentionner potentiellement comme un aspirant au titre? Il est invaincu à ses 6 derniers combats, 5 victoires et 1 combat nul. Et là, il était en sous-carte, Paul Craig, le vétéran. Là. Ouais. Il a une des meilleures fiches à 205 livres, sinon la meilleure fiche à 205 livres de l'UFC. Ah, moi, je l'aime beaucoup, Paul Craig. Là, je comprends rien ce qu'il dit, mais je l'aime beaucoup, honnêtement. Il a un méchant accent. Mais tu disais, il s'est fait deviner, puis là, il revient. Mais ça, c'est Paul Craig. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Il y a un combat debout. Ouais. Même si on dit que c'est une ceinture noire de kickboxing, là, je ne sais pas où il l'a pris, là, mais il y a un combat debout assez ordinaire. Mais si on va au sol, lui-même, il se lance sur le dos d'un fois pour aller au sol. Là. Il est très confiant avec son jiu-jitsu, puis il a raison, il est très solide. Puis oui, je pense que là, à un moment donné, il va falloir. Là, il vient de battre Krylov, qui est quand même un bon nom. Krylov a déjà été pas loin du top 10, là. Sinon dans le top 10, mais pas loin. Là, ça, je suis pas mal sûr. Fait que oui, j'aimerais ça le voir quand. Il n'a pas challengé quelqu'un, je me souviens plus, ça me sort de la tête, là, mais il me semble qu'il a challengé quelqu'un. Ouais, mais même si on l'avait écouté, on n'aurait rien compris. Mais l'affaire, c'est que. Mais tu as raison, je pense que là, c'est le temps de donner quelqu'un un petit peu plus. Pour le tester encore plus, mais écoute, il faut arrêter de le mettre en sous-carte. Ce gars-là, moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. C'est un gars qui va toujours pour le finish. C'est un gars qui est agressif. C'est un gars qui donne un show. Puis qu'il est bien charismatique, honnêtement. Là. Fait que ça, c'est bien personnel. Là. Moi, je l'aime bien gros. Mais c'est ça. C'est du Paul Craig. Il se fait pincer debout. Tu penses que c'est fini. Pac! Il sort de quoi? Il y a une grosse victoire. Il y a des victoires contre Jamal Hill, entre autres. Là, devant lui, il y a Dominic Reyes, Thiago Santos, Anthony Smith, Magomed Ankalaev. Je veux dire, il y a des gros clients quand même, potentiellement, pour Paul Craig. Et avant de passer au gala de cette fin de semaine, je veux juste vous dire à la maison, retenez ce nom. Mohamed Mokaev, ça a été le premier combat de la soirée. Un KO en moins d'1 minute. Le gars a juste 21 ans. C'est un Anglais d'origine russe. Mohamed Mokaev, il a sorti un coup de genou à la volée à son adversaire, Cody Durden. Terminé ça avec une guillotine. Ouais. Il se bat à 125 livres dans une division où il pourrait gravir les échelons très rapidement aussi. Pour être très, très, très intéressant et donc à surveiller
Mokaev. Puis lui, il dit qu'il va battre le record de John Jones en devenant le champion le plus jeune. Comme tu dis, à 125 livres, ça peut changer vite. Le problème, là, il s'est brisé la main. Donc, il va être out pour quelques mois. Mais écoute, il va falloir qu'il embraye. S'il veut devenir champion avant John Jones, il va falloir qu'il regarde c'est quoi? Ça doit être quelque chose comme c'est jeune vingtaine, John Jones aussi. Là, c'est 22, non, c'est ça. Je ne suis pas sûr que c'est même 23. Non, c'est pas 23. C'est fin 21 ou début 22, honnêtement. Là. C'est ça. En tout cas, ça serait très étonnant que ça arrive, mais tu as raison, il est à surveiller. On va prendre quelques minutes, Pat, pour parler du gala de cette fin de semaine. On va parler surtout de deux combats qui, moi, retiennent plus mon attention, c'est-à-dire, bien sûr, la finale, Curtis Blade contre Chris Daukaus et Askar Askarov contre Kai Kara-France chez les 125 livres, d'ailleurs. Ça va être un combat très important. Mais chez les lourds, en grande finale, du côté de Columbus, en fin de semaine, Curtis Blade, c'est un gars qui est là depuis longtemps. C'est un gars qui, on sait qu'est-ce qu'il va nous offrir. On sait qu'il est bon. Ses seules défaites là, à l'UFC, c'est 2 fois contre Francis Ngannou et 1 fois contre Derek Lewis. Je veux dire, le gars a perdu contre des champions ou des presque champions de l'organisation. J'ai l'impression que c'est un combat piège un peu pour Curtis Blade parce qu'il a beaucoup à perdre là, contre Chris Daukaus, qui est classé 9e, qui a une solide force de frappe. Ses 4 premières victoires à l'UFC, c'est des KO. Blade prend quand même un risque d'affronter un gars qui est à peine dans le top 10. Tu as raison, sauf qu'on dirait, on en parlait tantôt, là, on dirait qu'il y a personne qui veut se battre en avant. Là, il y a Cyril Gane qui s'est battu il n'y a pas longtemps. Stipe Miocic, on ne sait plus ce qui arrive, mais lui, il aimerait avoir une revanche tout de suite pour le titre. Fait que, là, on est comme tout poigné dans le top 5. Fait que là, si tu veux rester actif, tu n'as pas le choix de prendre des gars qui sont un petit peu plus loin dans le classement. Donc, tu as raison. Je veux dire, Daukaus, il n'y a rien à perdre dans ce combat-là. Puis, c'est un combat qui est dangereux pour Blade, ça, c'est sûr. Blade plus lutteur. C'est un choc de style aussi. Blade, un background plus de lutteur. Chris Daukaus, vraiment un cogneur. Est-ce que tu penses que l'expérience d'un Curtis Blades là, qui a gagné, là, je regarde ça, 5 de ses 6 derniers, il revient d'une victoire contre Rosenstrike du côté de Daukaus, puis il revient d'une défaite quand même contre, si je ne m'abuse, c'était contre Derek Lewis aussi. Les deux ont perdu leur dernier combat contre Lewis. Mais bref, beaucoup plus d'expérience quand même du côté de Blade, surtout l'expérience à l'UFC aussi, ça peut... Et la lutte, ça peut être aussi... C'est peut-être pas l'aspect le plus excitant, mais quand, tu sais, dans le doute, tu te réfugies dans ce que tu es capable de faire, puis il peut lutter pendant 25 minutes, Curtis Blade avec Daukaus. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Je veux dire, pourquoi prendre une chance? Daukaus, c'est un bon cogneur, c'est un gros cogneur. Donc, à un moment donné, c'est sûr que la lutte va revenir, puis il va être piné à terre, puis il va travailler en ground and pound, puis je pense que c'est ça. Je ne sais pas si Daukaus va être capable de se relever de là parce que c'est un bon lutteur, le Blade, là, mais oui, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, la lutte va remonter sur le dessus puis ça va se finir à terre. Et je pense pas que. Tu sais, Daukaus a 32. Je pense pas qu'il a. Puis on parlait, pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, cette fameuse nouvelle. Je pense pas qu'il fait vraiment partie de la nouvelle génération. Là. Ça fait pas longtemps qu'il est à l'UFC, mais il a 32 ans. Puis, tu sais, c'est pas un gars qui semble être très rapide sur ses pieds. C'est pas un gars qui semble être très complet. C'est pas un gars... Tu sais, c'est vraiment plus le classique poids lourd, une grosse main droite et c'est tout. Donc, ça, rendu dans l'élite comme ça peut peut-être... Le fait qu'il soit un peu unidimensionnel, ça pourrait lui jouer des tours. Je le pense aussi. Je pense que au début, il va s'attendre peut-être à se faire amener au sol. Peut-être que Blades va avoir un peu de difficulté. Peut-être pas du tout non plus. Les qualités athlétiques en tant que lutteur des deux, là, ça se compare pas. En tout cas, sur papier, ça se compare pas. C'est largement avantage à Blade. OK. Askar Askarov, classé 2e à 125 livres, contre Kai Kara-France, classé 6e. Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un combat qui va déterminer le prochain aspirant au titre. Là, on vient de faire 3 fois de suite Moreno contre Figueiredo. Là. Je pense que si surtout si c'est Askarov qui gagne, là, qui est maintenant 2e, ça va être difficile de pas lui donner un combat de championnat. Il est invaincu dans sa carrière. 14 victoires, aucune défaite, un combat nul. C'était contre Moreno
ancien champion, son combat de lutte. C'est un. Ben, non, ben, je l'ai noté, là, quand même 11 victoires dans la limite en 14 victoires. C'est plus un gars de soumission, c'est plus un lutteur, c'est un juste. Là. Il va lutter un peu plus. C'est vrai que c'est peut-être pas le combattant le plus excitant. Ben, c'est ça. Mais regarde, je veux dire, la fiche parle d'elle-même. Là, c'est sûr qu'il est très, très solide. Puis, moi, je suis d'accord avec toi. C'est probablement un combat éliminatoire là, pour savoir qui va peut-être arriver à un combat de championnat du monde. Surtout si c'est Askarov qui gagne. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais si tu me demandes à moi, qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir un 4e combat Figueiredo-Moreno qu'un combat face à Askarov. Mais bon, écoute, on verra ce qui va arriver. Kai Kara-France qui revient d'une grosse victoire lui contre Cody Garbrandt. Il avait mis au défi le gagnant. C'était la semaine avant ou quelques semaines avant le dernier combat de champion entre Moreno et Figueiredo. Il avait dit je pense que je suis rendu là, c'est à mon tour. C'est chouette d'affronter le gagnant de Figueiredo-Moreno. Je pense qu'on était ensemble même, on regardait ça, puis on était comme, peut-être un peu trop rapide. Là. Puis je regardais en avant de lui, justement, je voyais des gars comme Askarov. Donc je trouve ça logique quand même qu'on lui donne Askarov. Si sa prétention, c'est d'obtenir la prochaine chance au titre, il faut qu'il passe à travers un gars comme Askarov, entre autres. Oui, non, t'as raison. Et il ne faut pas oublier non plus, Columbus represent, Matt Brown, encore une fois, qui est toujours là, un des combattants préférés. Matt Brown qui va être encore là, puis écoute, c'est douleur, violence. C'est ça qu'il faut que tu penses avec Matt Brown. et ça, c'est un combat pour les fans. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu. Matt Brown, il a 41 ans, il n'y a pas d'enjeu pour les classements, ni rien. C'est pour le show. Puis comme Brian, on lui a donné un client qui est prêt à danser avec lui. Là. Brian Barberina, c'est un des combattants qui est prêt à mettre sa santé, son intégrité physique en jeu pour donner un show. C'est bien Brian Barberina. Honnêtement, ça a des chances d'être le combat de la soirée. À surveiller également Joanne Wood contre Alexa Grasso. Ça, c'est la demi-finale. Joanne Wood a besoin d'une victoire. Elle est sur 2 défaites consécutives. Et Alexa Grasso, elle, sur 2 victoires consécutives. C'est chez les 125 livres féminins. T'as piqué ma curiosité. Je pense que t'as piqué la curiosité de pas mal de monde, Pat, avec ce que t'as dit en tout début d'émission concernant Mick Dufort et ce qui s'est passé cette fin de semaine. OK, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, comme la plupart d'entre vous, au moins on a eu droit, grâce au Twitter de PFL, aux faits saillants et au meilleur moment du combat, là, parce qu'on a pu voir ce qui s'est passé. Mick Dufort, grosse victoire quand même. Victoire impressionnante. Soumission au 2e round contre Arut Pogosian, son adversaire, à la série Challenger de PFL. Le problème pour Mick, c'est qu'il y avait 4 combats ce soir-là à 155 livres. Un seul contrat de la PFL qui était accordé. Et là, je n'ai même pas regardé qui l'a eu, mais Mick n'a pas passé l'étape de la décision des juges. Il fallait que les juges coupent 2 personnes, 2 des combattants. Puis, parce que les autres gars ont fait des performances aussi incroyables. Il y a eu des KO spectaculaires au premier round. Il y a eu d'autres finishes aussi rapides. Donc, dans une soirée peut-être normale, Mick aurait pu obtenir le contrat, mais c'est juste que les autres gars ont été vraiment impressionnants aussi cette fin de semaine. Il semblait satisfait, a fait beaucoup de posts sur les médias sociaux. Michael a fait des Facebook Live aussi. Il semblait très heureux de sa performance, avec raison. Malheureusement, le résultat ou le contrat n'est pas venu, mais Pat, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Qu'est-ce que tu as pensé d'une part de ce qu'il nous a offert comme performance? Super performant. Il a fait la job. Il a fait ce qu'il avait à faire. Écoute, rendu là, regarde, il a contrôlé ce qu'il pouvait faire. Il a fait la performance qu'il devait faire. Il a été terminé le combat. Puis après ça, it is what it is. Ce qui est arrivé après, c'est qu'après, oui, il n'y a pas eu le contrat. Ce qui est arrivé après, les dirigeants Ricefo, on sont allés le voir, puis il est super content de sa performance. Et là, finalement, on n'a pas donné le contrat, mais on lui a dit on pouvait lui offrir un combat dans 4 semaines à PFL pour un certain nombre d'argent. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas de nos affaires. Mais là, on est en train de penser à ça dans le plan, de Michael. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais au moins, on sait que ça a été... Ils ont impressionné l'organisation et le promoteur, Ray Sefo, qui est le boss de PFL, qui veut le revoir, qui veut le garder. Bonne nouvelle aussi pour Michael Dufort, c'est que son gérant à lui, c'est le même gérant que Fiziev, c'est le même gérant que Peter Yan dans l'UFC.
Là, c'est pas que je veux le dire, mais son maudit nom, j'essaie de m'en... Je sais pas pourquoi j'ai un blanc, là. Mais, tu cherches le gérant ou tu cherches un autre combattant? Le gérant. Oui, le gérant de Michael. Peu importe. Continue, je vais regarder c'est un gérant qui a beaucoup de combattants dans l'UFC. Avec une performance comme ça, qui est encore agent libre, ça pourrait être bénéfique pour Michael Dufort, peut-être pour avoir une chance dans Contender ou des choses comme ça, parce que son gérant pourrait utiliser comme levier ces autres combattants qu'il y a dans l'organisation qui sont des grandes stars. Parenthèse, est-ce que c'est Danny Rubenstein? C'est Rubino, quelque chose de même. Écoute, whatever. Continue. Ah, c'est ça. C'est Rubino, quelque chose. Ouais. Ça se peut que ça soit ça. Mais ce qui est bon, c'est ça, c'est que quand tu as un gérant puis tu as des champions à l'UFC, ben Peter Yan, moi je le considère encore comme champion, mais whatever. Mais tu sais, tu as Fiziev aussi qui sont des gars qui sont installés, qui sont solides, qui sont des stars. Tu peux utiliser ça comme levier pour faire avancer tes autres combattants, si tu veux les faire rentrer ou leur donner une chance en contender, des choses comme ça. Donc ça pourrait arriver aussi à Dufort. Tout ce qui est arrivé présentement à Michael Dufort est juste positif, honnêtement. Là, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas eu de contrat. Ah, OK. Mais je pense qu'au bout de la ligne, c'est peut-être mieux comme ça. Tu sais, parce que là, s'il peut. Ah ouais? Tu sais, dans la vie d'un combattant, tu as un luxe. Quand tu as le choix, ça, c'est un luxe. T'sais, fait que là, ils ont donné le choix. Est-ce que tu veux te rebattre dans 4 semaines pour nous ou 4-5 semaines? Et là, de l'autre côté, son genre, il dit, garde, laisse-moi essayer quelque chose. Peut-être que ça pourrait marcher. Peut-être qu'on pourrait avoir une chance avec l'UFC. Donc, garde. Tout ça que tu as sur la table, c'est juste du positif. C'est vrai, le but ultime, c'est d'avoir un contrat après une performance de ça. Mais il pouvait pas, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a contrôlé ce qu'il avait à faire. Fait que lui, là, il peut s'asseoir et dire mission accomplie. Ils m'ont pas donné le contrat, mais c'est pas de ma faute à moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis c'est de même qu'il faut qu'il pense. Alors, c'est ça la bonne façon. 100%. Confirmé, Daniel Rubenstein de Ruby Sports and Entertainment. Ruby Sports, c'est ça. Il avait Ruby, la firme qui représente Mick Dufort. OK, mais là, tu parles de possiblement se battre à PFL dans 4 semaines. La PFL a annoncé hier les dates de son calendrier régulier. Premier gala, 20 avril. Donc, ce serait sur cette carte-là que Mick pourrait potentiellement se battre. J'imagine, là. Je veux dire, moi, je t'ai dit tout ce que je savais, là. Parfait. Puis là, écoutez bien ça. La carte est décidée. Vous savez qu'Olivier Aubin-Mercier, un des meilleurs amis, sinon le meilleur ami de partenaire d'entraînement et tout de Mick Dufort, et dans PFL aussi, qui est le seul combattant qui n'a pas encore d'adversaire pour la carte du 20 avril? Ouais, écoute, t'as raison, là, c'est Olivier qui est le seul qui Je veux dire, est-ce que c'est moi qui est machiavélique? Est-ce que c'est moi qui vois des complots où il n'y en a pas? Puis de toute façon... Honnêtement, là, ça serait... Est-ce qu'on lui a offert un combat contre Olivier Aubin-Mercier? Si c'est ça, de 1, c'est bizarre. De 2, c'est pas vraiment correct de le mettre dans une position comme ça. De 3, je veux dire, en tout cas, je veux pas aller là, mais si c'est ça, c'est spécial. De 1, ça m'étonnerait bien gros. Puis, honnêtement, ça serait très stupide de faire ça de la part de PFL. Ben oui. Parce que si tu veux avoir du monde de partout, là, t'as 2 Canadiens là, dans l'UFC. T'as Robbie McDonald, t'as Olivier. Tu vas avoir plusieurs combattants du Canada. Là, si tu es capable d'en avoir plusieurs, ben, tu vas avoir plus de monde qui vont regarder, plus de monde qui vont s'intéresser. Tu ne veux pas éliminer 2 Canadiens tout de suite ensemble. Là, ça ne fait pas de sens. On n'a pas le bassin comme les Américains qui sont là. Moi, je serais bien étonné que c'est ça qui est arrivé, honnêtement. Écoute, comme je t'ai dit, moi, je te dis qu'est-ce que j'ai su. En espérant que, écoute, tout se passe pour le mieux pour Michael. Mais au bout de la ligne, encore une fois, là, lui, il a juste à s'asseoir et dire moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et le reste, ben, regarde, on va voir, là, je paye mon gérant un certain pourcentage, ben là, c'est à lui à faire sa job. Ouais, puis comme tu l'as dit, il a des contacts, il a des athlètes dans toutes les organisations, ou à peu près, là, je regarde sur leur site internet, UFC, Bellator, PFL, UAE. Où on parlait avec Corinne notamment, Octagon, Brave FC, One Championship également en Asie. Donc, non, il a bien fait de s'associer à
une compagnie comme ça qui représente des athlètes à travers le monde. Ils ont les agents, là, il y en a basés aux États-Unis, d'autres basés en Russie, d'autres basés en Asie. Donc, bref, il y a quelque chose à faire avec ça. Non, c'est juste que c'est parce que c'est un de mes prochains sujets. Je regardais la carte du 20 avril, puis tout le monde a ses adversaires. Puis c'est juste Olivier Aubin-Mercier qui s'écrit TBA, to be announced. T'sais. Mais là, j'ai pas remarqué, j'ai pas pris le temps de regarder si la personne de cette fin de semaine à Challenger qui a eu le contrat était placée sur la carte. Ce sera peut-être cette personne-là qu'Olivier aura affronté. Bref, parce qu'on avait posé la question aussi à Michael quand on l'avait eu en entrevue. Il disait, tu pensais que potentiellement, si tu as un contrat de la PFL, tu vas devoir affronter Olivier. Puis là, oui, ça y avait traversé l'esprit, mais en même temps, on ne voulait pas penser. Ça ne servait à rien de se projeter trop vers l'avant. Bref. Honnêtement, faire ça à PFL présentement, ça serait vraiment un move stupide de business. Ouais, ce serait un drôle de matchmaking, effectivement, 100%. Je veux t'entendre en terminant sur Covington contre Masvidal. Tu as vu ça? Les deux se sont pognés dans un restaurant, apparemment. Ce serait Covington qui aurait été. Ce serait Masvidal qui aurait été chercher Noise à Colby Covington qui est en train de manger son steak. Puis là, la police est arrivée et tout ça. Vas-y, parce que moi, j'ai une opinion assez arrêtée. Écoute, à quel point c'est une coïncidence? C'est à ça qu'il faut se poser comme question aussi. À quel point ça en est une. De deux, écoute, Masvidal ne l'a pas pris encore. C'est tout le temps la même chose. Il n'a pas pris qu'il ait parlé de ses enfants. Avec, là, il a encore sur le cœur. À la fin du combat, il a dit dans la rue, il n'y a personne qui arrêterait pour te ressauter dessus. Ça faisait 25 minutes qu'il se faisait tabasser. Là, je trouve ça drôle un peu qu'il dise ça. À un moment donné, c'est fini. Mais on se demande, avant le combat, on en avait parlé beaucoup. On se disait qui va être capable de mieux de gérer ses émotions dans ce combat-là va gagner le combat. Ben, surprenamment, c'est Covington qui a mieux géré ses émotions. Puis encore aujourd'hui, c'est lui qui les gère mieux. C'est que c'est lui vraiment, encore une fois, qui a réussi à rentrer dans la tête à Masvidal, qui est encore bien perturbé par Covington. Entièrement d'accord. Puis Jorge Masvidal, il s'est fait donner une volée pendant 25 minutes par Colby Covington. Il le prend pas. Grow up, là. Reviens-en. Sois un adulte, là. Puis dans la vie, là, tu peux pas tout régler avec tes points dans la rue au rack à bicycle. On n'a plus 12 ans. Puis votre job, c'est d'être des combattants. Puis il y en a un qui a été meilleur carrément pendant 25 minutes devant des millions de téléspectateurs. Ben, je veux dire, serre les dents, rentre chez vous, puis sois meilleur la prochaine fois si tu veux régler tes comptes, parce que, je veux dire, c'est en tout cas. Tu vois, se battre dans la rue de même, là, je veux dire. C'est parce qu'à un moment donné, là, on ne reviendra pas à ça quand il a commencé. Je veux dire, t'as raison, tu sais, grow up, puis... Même quand il a commencé, qu'il faisait même quand il a commencé puis il faisait des combats de rue, là, on dira ce qu'on voudra, là, c'était organisé, là, dans le sens qu'il y avait... Ouais. Ils se donnaient rendez-vous à une place dans la rue, il y avait du monde autour là, qui créait un cercle, puis les deux gars se battaient à main nue, mais à un moment donné, quand il y en a un qui avait fini, ben, il y en a un qui gagnait, il y en a un qui perdait. Je veux dire, c'est pas bien différent de ce qu'on a vécu pendant 25 minutes, entouré d'une cage avec des clôtures autour, puis pendant 25 minutes, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, puis à la fin, c'est fini, là. Je veux dire... Ouais, t'as raison. Mon opinion là-dessus. Bref, Jorge Masvidal, je veux dire, je l'aime bien, c'est un entertainer, il a fait des grosses performances à l'UFC et tout ça, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ton personnage là, de bagarreur de rue, là, puis de street fighter... Ah, mais c'est parce que c'est pas un personnage. C'est pas un personnage, parce qu'à un moment donné, je veux dire, tu l'as eu ta chance, hein. Pendant 25 minutes. Tu sais, on t'a donné la chance pendant 25 minutes. Là aussi, là. C'est ça. Pour y péter la gueule. T'as pas été capable. Tu t'es fait dominer complètement. Puis là, à la fin du combat, tu veux continuer, t'en profites qu'il y ait du monde entre vous autres pour dire si dans la rue, il n'y a personne qui m'arrêterait. Ça fait pas de sens. Je veux dire, ça fait pas de sens. C'est pas toi quand c'est le temps. Il y avait personne qui t'arrêtait pendant 25 minutes. Là. Exact. Et puis je veux dire, si, mettons, il se pogne dans la rue, des bonnes chances que Covington le slam encore à terre et que ça fasse la même chose. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Ah oui, ouais, ça fait pas plus mal ça fait pas plus mal sur l'asphalte que sur un tapis dans une cage. Ouais. Voilà. Pat, encore une fois, très intéressant.
Merci énormément. Yeah. Merci à la maison. J'espère que vous avez apprécié. Plus d'une heure encore en votre compagnie. On se retrouve samedi. Ouais, si vous voulez voir le combat à Corinne, je vous invite à suivre ses réseaux sociaux là, sur le Instagram. Je vais vous le donner tout de suite. Là. C'est Corinne Laframboise. C'est pas compliqué. Là. Donc, checkez là, sur. Ouais, Corinne Laframboise en un mot. Donc, ça va checker ses dernières publications. Là, c'est sur le UAE, ou allez voir UAE _Warriors sur le site. Il y a un lien qui est là-dessus. Donc, vous pouvez aller voir. Je ne sais pas si c'est payant ou c'est pas payant, mais si c'est payant, c'est pas bien cher. Si vous voulez voir le combat Corinne, ben, c'est là-dessus que vous allez pouvoir être capable de le regarder. Il y a le bon vieux truc aussi, Pat, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'essai gratuit, le UFC Fight Pass, le fameux 30 jours gratuit, toujours pratique si vous ne l'avez pas utilisé. Ah, c'est vrai, ils montrent ça sur Fight Pass, c'est vrai. Pour potentiellement regarder ça, ça ne vous tente pas nécessairement de vous abonner. Les trucs du métier. Pat Côté, merci énormément. À samedi. Tout le monde, merci encore une fois d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Dans la Cage. Ciao!